Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Comme on le fait régulièrement dans cette émission, on a décidé de s'intéresser aux 5 infos qui agitent le petit monde des médias en ce moment. Des infos qui créent la polémique forcément, ou alors qui créent l'unanimité. Avec nous pour en parler, Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Jean-Marc. Patrice Gascoin, journaliste à TV Mag. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Alors on va commencer bien évidemment avec ce projet d'émission de D8 avec des politiques. Ça fait beaucoup parler depuis les révélations hier par Le Parisien. Des politiques qui ont besoin visiblement de se déguiser pour aller au contact des gens, au contact du peuple. Eva Rock, je crois que ça vous manque colère cette émission. Je décolère pas depuis hier matin en fait. Alors je viens de voir un tweet de Hara Aprikian qui dirige Canal en disant qu'il fallait pas juger avant d'avoir vu l'émission, mais c'est même pas ça. Moi effectivement je suis producteur ou directeur d'une chaîne, je prends ce programme parce qu'on sait que ça va faire du buzz et que ça va être regardé au moins pour la première. Je décolère pas sur les politiques qui ont dit oui à cette émission dans une atmosphère de défiance à l'égard du politique, qu'ils osent faire ça, qu'ils osent se déguiser pour être au plus près des Français. Mais ils ont fait quoi pendant toutes les années où ils ont dirigé la France et où ils la dirigent encore puisqu'ils sont la plupart en action, c'est-à-dire qu'ils savent pas qui sont les vrais Français. Et c'est vraiment prendre les gens, je peux être vulgaire ou pas? Allez-y. C'est vraiment prendre les gens pour des cons de participer à cette émission. Vous avez dit quand à la télé? À la radio. Patrice Gascoin. Non mais je comprends l'intérêt médiatique, je comprends l'intérêt éventuellement pour certains politiques de le faire, mais je comprends pas. Attendez, c'est quoi l'intérêt pour certains politiques justement? Je m'arrête là. Alors effectivement, on va pas être naïf, c'est bon pour leur image. Okay, mais c'est bon pour leur image. Pour leur image. Mais je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que est-ce qu'on demande à Élise Lucet, est-ce qu'elle fait du bon journalisme lorsqu'elle fait Cache Investigation? On lui demande pas, on considère que c'est une bonne journaliste. Et pourtant, elle utilise des techniques, des caméras cachées, alors que normalement, un bon journaliste n'a pas besoin de caméras cachées pour obtenir une information. Elle n'utilise pas que ça. Bien sûr. Et alors, est-ce que les politiques vont n'utiliser que ça? Bah non, je crois pas. Ils vont pas utiliser que cette émission. Pourquoi se déguiser? Non mais il faut m'expliquer le concept. Pourquoi utiliser des caméras cachées pour obtenir une information quand on est journaliste? Mais ça n'a aucun rapport. Bah, je suis désolé. Ah non, ça n'a aucun rapport. Pourtant, moi, je pense que ça ne servira pas à leur image, aux hommes politiques. Je pense au contraire, ça va les desservir. Et moi, ce que j'aimerais savoir, et alors je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de m'intéresser au programme étranger qui fonctionne un peu sur ce thème-là. Est-ce que ça a fait avancer les choses? Est-ce que Monsieur Mariani, une fois qu'il a été en chaise roulante, il va aller défendre la loi sur le handicap avec force et vigueur à l'Assemblée nationale? A priori, c'est ça. Ils ont besoin de ça. Mais juste, ce qui peut choquer, c'est le déguisement. C'est là où je vous suis pas, Patrick Gascoin. Est-ce qu'ils ont besoin de se déguiser? Parce que franchement, la plupart d'entre eux, on sait même pas à quoi ils ressemblent, les gens ne les connaissent pas, donc quand on va les retrouver, ça sert à rien, c'est ridicule. Il y a une partie de mise en scène, mais au même titre qu'il y a une partie de mise en scène qu'on va chercher une forme d'information qu'on n'arrive pas à obtenir différemment. Donc pourquoi pas leur laisser vivre une expérience, et c'est pas pour autant que c'est les mauvais politiques. Pourquoi se déguiser? Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Bien sûr. Après, ils peuvent marcher sur une jambe aussi, mais dans le quotidien des gens. Mais ils n'ont pas besoin de se déguiser pour ça. C'est ça qui est ridicule. Qu'ils aillent vivre avec des gens. Pourquoi pas? Il n'y aura pas le même rapport, Jean-Marc, à ce moment-là. Mais pourquoi on ne sait pas qui c'est? On sait pas, on les connaît pas. Enfin, arrêtez. La posture politique, on peut la décrypter assez vite entre vous et moi et un politique. On peut assez vite décrypter une posture politique. Donc, pourquoi pas aller jusqu'au bout du concept et leur faire vivre une expérience intégrale? Maxime Guény. Vous évoquez une télé-réalité politique, mais c'est avant tout une télé-réalité polémique. Au vu des réactions, non seulement des politiques, ici même à Europe 1, sur Internet, dans les médias, j'ose imaginer que D8 aura du mal à mettre en place cette émission. J'ai l'impression que ça peut faire un effet d'annonce et retomber aussi rapidement. Vous avez déjà Michel Alliot-Marie, Geoffroy Didier qui ont démenti finalement leur participation. On évoque cette émission dans quelques semaines. Or, apparemment, ça serait en février-mars 2015 uniquement. À D8, une enquête aurait été lancée pour savoir comment les photos ont pu circuler et en tout cas tomber dans la presse. Enfin, mais c'est du cinéma, ça. Il y a écrit la source. Il suffit de lire Le Parisien d'hier, il y a écrit la source de la photo, il y a écrit la production. L'entourage de Michel Alliot-Marie a très clairement indiqué qu'il n'était pas prévu que ces photos circulent dans la presse. Mais c'est la production qui les a sorties. C'est un dossier de production. Mais c'est Michel Alliot-Marie qui pensait que ça ne devait pas sortir. Mais le Parisien n'a pas volé ces informations, c'est fait en concertation avec D8. Et puis le producteur parle de toute façon dans l'interview. Donc ça veut dire si clairement. cette émission arrive sur D8, on va rentrer dans une nouvelle ère de la télé-réalité, parce qu'on reprend les définitions de la télé-réalité, ce sont les individus que l'on met dans un environnement qu'on ne connaît pas et on les observe. Et la France est déjà très en retard là-dessus. Je pense que c'est un faux débat, parce que tout le monde a bloqué aussi sur le thème de télé-réalité. Et alors là, en fait, je trouve qu'on s'en fout de savoir si c'est une télé-réalité ou pas. Le principe, c'est quel est le concept de cette émission, et c'est là-dessus qu'il y a la polémique. Que ce soit une télé-réalité ou pas, c'est juste un terme, c'est du jargon. Attendez, on va reprendre ce que disait Thierry Mariani hier sur Europe 1. Il disait: on reproche sans cesse aux politiques de ne pas vivre la vie des gens. Depuis que j'ai fait ça, je vois les choses différemment. Je vois des choses que je ne percevais pas avant, Eva Rock. Donc c'est l'inverse de ce que vous dites. Non, mais ça veut dire que c'est utile. Tant mieux pour lui si c'est utile. La seule question que j'aimerais lui poser, c'est
pourquoi avoir fait ça avec des caméras de télévision autour de lui? Il peut tout à fait, via une association, être dans une chaise roulante, dans un fauteuil roulant pour comprendre les difficultés qu'on a à se déplacer en ville. Et il n'a pas besoin de caméras autour de lui pour ça. Et pourquoi aller faire des émissions de télévision pour expliquer une politique dans ces cas-là? Il peut très bien communiquer à la presse, à la radio. Voilà, on est dans un univers médiatique global avec la télé, Internet, la radio, la presse écrite. Il y a un nouveau concept. Pourquoi ne pas le vivre? Pourquoi ne pas vivre l'expérience? Je vous comprends pas. Et ça pose une question sur la politique spectacle et la pipolisation de la C'est un politique. cliché, ça, en France, non, mais pas du tout. Parce qu'en France, on est particulièrement en retard. Aux dans lequel États-Unis, tout le monde plonge. vous avez l'ancien gouverneur Sarah Palin qui a sa propre télé-réalité. Dans les pays étrangers, ça ne pose véritablement aucun problème. En France, il y a eu une tentative en 2003 avec TF1. Ça n'a même pas vu le jour. Il y a eu un pilote. Ça n'a pas vu le jour. Ça s'appelait 36 heures à avec l'époque. 36 heures à l'époque, avec Jean-François Copé qui devait y participer et rentrer dans une famille pour avoir une communication claire et franche avec ça. Ça n'a pas eu le cas. On est un peu en retard On en verra France. comment ça sera produit, comment ça apparaîtra à l'antenne, et puis les Français jugeront. S'ils Mais- n'aiment pas, ils apprendront. Et Varrock, en même temps, les politiques se sont exprimés. En gros, vous râlez, mais ils s'en foutent. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, il dit, je crois que dès qu'on innove en quoi que ce soit, il y a forcément une partie des gens qui vont trouver ça nul. Ah Il y a toujours les Ça, mêmes il a râleurs. raison. Je sais pas s'il parlait de vous. Eh bien, râlez. Ouais, alors, puis en plus, moi, Allez, va. pour le coup, vous me connaissez, je suis rarement râleuse, surtout avant même d'avoir vu les émissions. Et ça, je comprends que Hara Mais proteste. c'est parce que c'est trop moderne que proteste vous râlez? là-dessus. C'est ce qu'il Que dit c'est Romero. trop moderne. C'est ce que dit Romero. Mais depuis quand c'est moderne de faire de l'immersion? C'est ça qui m'agace, si vous voulez. C'est que d'aller au contact des gens et de vivre 24 heures avec une infirmière, par exemple, c'est des trucs qu'on fait notamment en presse quotidienne régionale. On le fait pour justement essayer de comprendre. Pourquoi les politiques, tout d'un coup, ont besoin de faire ça, mais surtout d'avoir besoin des caméras de télévision autour d'eux, quoi. C'est pas... Enfin, Ça leur donne honnêtement... de la visibilité. Mais je m'en Non, mais fous. quand le je m'en Parisien fous, quoi. prend une personnalité et met des lecteurs autour pour poser des questions Ça en n'a direct, rien à c'est voir. la même chose. Mais non, finalement. mais ça n'a Pourquoi rien à voir. Pourquoi la Patrice, personnalité a besoin d'avoir un contact direct comme ça parfois avec des Non, gens? mais ça, c'est de la communication. Quand Bah, on bah, fait... pareil. Mais bien sûr, mais c'est Sauf quand que là, même... on est avec l'objet Non, télé. Donc, sauf Bon, que c'est allez, on va beaucoup changer de plus sujet. détestable. On va changer de sujet. On va parler de Vue à la télé sur M6 qui s'arrête parce que TF1 refuse que Christophe de Chavannes, qui produit l'émission où des téléspectateurs regardent la télé, utilise ces images. Alors M6 est furax contre Christophe de Chavannes. Elle dit qu'il se plie finalement et qu'il n'a pas de courage en tant qu'animateur. Maxime Guény, producteur, ouais. en tant que producteur, oui, pardon. Maxime Guény, est-ce que M6 a raison d'être furax? Je suis halluciné. D'après ce que j'ai compris dans la presse, dès le départ, le deal avec M6 et Coyote était de se dire que toutes les émissions de n'importe quelle chaîne Exactement. devaient être diffusées dans ce programme. Sauf qu'M6 a dû se rendre compte à la première émission et à la deuxième émission que Il n'y avait aucune il image n'y avait de aucune TF1. image de TF1 et que finalement le deal et le contrat étaient en quelque sorte cassés. Christophe de Chavannes qui produit non seulement pour M6 mais aussi pour TF1 se retrouve entre deux chaises. C'est la faute de Christophe de Chavannes? Non, parce que dès le Ah bon attendez, lorsque l'émission devait être présentée, en tout cas lancée, j'ai posé la question très clairement à la direction d'M6, leur demandant est-ce que les autres chaînes se voient un peu comprimées du fait d'avoir leur émission diffusée sur M6. Et il nous dit on n'a eu aucune réaction de la part de TF1 ou des autres chaînes. Alors j'ose espérer que Coyote le savait à ce moment-là. Bah non, puisqu'autrement ils n'auraient pas signé un contrat dans lequel ils s'engageaient à ce que TF1 en particulier soit diffusé. Alors c'est tout le travail de la production en amont quand même de vérifier si contractuellement il était possible de pouvoir oui. diffuser ces émissions. Et Varrock. Il est possible que TF1 n'ait rien dit et qu'au dernier moment, ils Bien disent sûr. bah non, on vous donne Bah pas voilà. les Pour images. planter le programme. C'est ce qui Ah, s'est non, mais passé moi, d'après vous? J'aurais pas voulu être chez Coyote Productions le jour où Oui. parce que je pense que le coup de colère de Christophe de Chavannes, fort justifié contre ses équipes potentiellement de production, il a dû être énorme parce que lancer une émission quand on sait comment c'est difficile d'avoir une nouvelle case en tant que producteur, et Dieu sait s'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui maintenant, Christophe, malheureusement, quand maintenant se retrouver dans cette situation-là d'être bloqué parce que sous pression de son client principal TF1, ça a dû être chaud. Un mot sur Nagui également. Nagui dont le jeu ne cesse de grimper. Avant-hier, il a passé les 3 millions de téléspectateurs. Il est un peu redescendu hier, mais ça reste très fort. Ça reste à 2 700 000, enfin très fort. Mieux que ce qu'a été cette case On en a souvent parlé ces ici, dernières années. Jean-Marc, ouais. C'est un succès pour Nagui. Ça va continuer à grimper, Eva? Ah oui, moi je pense que c'est un succès pour Nagui, c'est un succès pour France 2 qui respire un petit peu quand même. Donc il n'aurait jamais dû l'enlever finalement. Ouais, j'allais vous dire, tout tenter ça de mettre pour ça, Ruquier au quoi. milieu, Voilà. voilà, ça Tout servait ça à rien. pour quand même. ça. Et on sait qu'en plus sur le service public, la stabilité est un facteur d'augmentation d'audience quand même, parce qu'eux, ils peuvent se permettre de laisser des programmes, même sur une case stratégique comme celle de l'Access. Et n'oubliez pas les paroles et l'exemple parfait de tout ça, même si pour le coup, il faut reconnaître que Nagui a énormément travaillé sur la production de l'émission, qu'il y a eu beaucoup de changements, que vous entendez des gens qui chantent bien, on n'est pas dans une émission De produite casserole. à l'arrache et de casserole, exactement. Donc tout ça fait qu'il y a eu des efforts à la fois du côté de la production et France Télé qui a accepté de jouer la carte de la stabilité. Et voilà, et les audiences, elles sont là et ça paye.
paye. Et moi, je pense que ça peut encore monter. Patrice Gascoigne. Forcélie, il n'avait pas tellement le choix. Tu dis, il a accepté de jouer la carte de la stabilité. Ils l'ont rappelé en disant est-ce que Bien tu peux sûr. revenir À chaque fois, ils lui font le coup, on d'ailleurs. t'avait demandé de te pousser pour, pour tester des choses. Ils font le on te choix rappelle, maintenant de la quoi. stabilité, puisqu'en janvier, il sera encore là. Oui, Alors, alors, encore heureux, il est en train de péter tous les records. Exactement. Autre info, cette fois, c'est Laurent Delahousse qui était mon invité hier sur Europe 1. Il a parlé de son avenir et il évoque de plus en plus clairement une pause dans la présentation du journal du week-end de France 2 pour se consacrer au documentaire. C'est ça mon ADN, c'est ce qu'il nous a dit hier. Vous y croyez, Maxime Guénic, qu'il puisse arrêter ainsi de présenter les journaux du week-end ? En évoquant sa potentielle pause au JT de France 2, il envoie un signal très fort à sa direction en leur disant très clairement voilà, soit vous me proposez autre chose, soit j'arrête le JT. Et après, c'est vrai, 8 à 9 ans à la tête du week-end, il y a peut-être une envie de changement, de modification, d'émergence. On sait que Laurent Delahousse est aussi particulièrement aimé de la part des autres chaînes de télévision. Donc je crois que le signal qu'il a donné à votre micro hier matin était très clair de sa volonté de pouvoir évoluer sur France 2, dans le documentaire, dans le magazine. Et quand on le voit dans Un jour un destin, il est à sa place. Il est complètement dedans. Et il est parfait quand il fait ça. Eva Rock ? Je suis pas sûre qu'elle soit une forme de chantage de la part de Laurent Delahousse. On sait vraiment sa volonté d'aller plus vers le magazine. Je pense qu'il a toujours, il vous en a parlé hier, cette grande idée de session d'information du 19h, 20h30. Et que je pense qu'il arrivera à ses fins parce qu'il a des idées là-dessus, comme il a su réformer le week-end. Le seul problème, ça veut dire enlever Michel Drucker. C'est là où c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué, évidemment. Mais effectivement, il pourrait très bien partir travailler sur un projet et revenir avec. Je sais qu'en tout cas, cette volonté de faire du documentaire n'est pas du tout feinte et que ça avait été un peu ça aussi qui avait coincé pour son arrivée à TF1, si vous en souvenez. Il n'avait pas réussi à obtenir autant de volume de production en termes de documentaire que peut lui offrir France 2. Et il pourrait remplacer Claire Chazal, par exemple, au week-end, Patrice Gascoigne ? Non, je n'y crois pas du tout. Effectivement, Laurent, il a plein de casquettes. C'est quelqu'un qui sait présenter les JT, qui sait mener des interviews dans des talks et qui a aussi d'autres casquettes qu'on n'a pas encore beaucoup vues. Il y a le côté de documentaire, il y a aussi une envie d'écriture par rapport à la fiction, par hasard, par exemple. Donc, je pense qu'il peut éventuellement faire une pause, comme il vous l'a dit, pour le JT. Pas forcément enquiller tout de suite avec un magazine du dimanche soir aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un paramètre important, c'est que c'est quelqu'un qui a une vie de famille. Et donc là, il a une vie de famille tous les week-ends qui est mangée par le JT. Donc s'il fait une pause pour aller vers le doc, etc., et pendant ce temps-là, sa vie va se régénérer, sa vie privée va se régénérer, et il reviendra peut-être plus tard, effectivement, pour un magazine. On précise quand même qu'il fait que 3 week-ends sur 4. Oui, voilà. mais c'est quand même très prenant. Oui, contrairement à Claire Chazal qui fait tous les week-ends, tous les congés, tous les jours et tant qu'elle peut. Un mot sur 100% Mag également. 100% Mag déprogrammé le vendredi depuis la semaine dernière. À partir du 10 novembre, remplacé par Objectif Top Chef. On nous dit que ça reviendra. Si, je confirme, ça reviendra en janvier. Info ou un toc, c'était ma question. Non, info, ça reviendra en janvier, tout à fait. Parce que, les scores sont pas top. Ça a énormément baissé. Ça a énormément baissé, sauf que les dernières semaines, vous avez vu, en fait, les audiences, c'est un peu pareil pour tout le monde, soyons honnêtes, mais ça avait augmenté quand même. Non, mais c'est 1,4 million alors que ça faisait 2 millions l'année dernière. C'est sûr, Jean-Marc. Mais moi, je vous donne ma main là, coupez si vous voulez. Ça revient en janvier. Ça revient en janvier. Eh bien, écoutez, on garde la main en otage. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.